Il faut qu'il y ait une négociation. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les députés, j'ai pris la décision de nommer au cours Les des coulisses de la prochaines heures République et ses secrets, les grandes idées et les petites combines, rien de tout cela ne lui est étranger. Jean-Pierre Soisson est un vieux briscard de la politique. Les Français attendent. Ils attendent qu'au-delà du déluge des mots et de la confusion des esprits, Il a servi l'État sous 4 présidents qu'il a côtoyés de près. Il a participé à 8 gouvernements, a été élu député 10 fois de suite et il fut maire d'Auxerre pendant 27 ans. Au crépuscule de sa vie politique, Jean-Pierre Soisson se confie enfin sur ce parcours parfois décrié, mais hors du commun. J'ai connu en 50 ans tout le spectre politique français, de la droite à la gauche. Mais je crois que la période que j'ai connue est révolue. On ne pourra plus être maire d'une ville pendant 30 ans. Et donc je suis un peu un dinosaure de la politique. Ce qui caractérise Jean-Pierre Soisson, c'est d'avoir été l'un des tout premiers à passer de la droite à la gauche. Il incarne l'histoire d'un courant politique aujourd'hui au pouvoir, mais longtemps insaisissable, le centre. S'il y avait une devise républicaine de Jean-Pierre Soisson, ce serait générosité, audace, exigence. C'est un artiste politique, Jean-Pierre Soisson, d'ailleurs plus qu'un animal politique, parce qu'il aime l'art politique, et il l'aime profondément, comme d'ailleurs il aime celles et ceux qui l'entourent. Il a parfois même beaucoup de tendresse pour ses adversaires, il ne parle pas d'ennemis, il parle d'adversaires, et c'est déjà assez rassurant. Il n'était pas dépassé par les fonctions qu'on lui donnait, il avait la taille qu'il fallait, donc c'était un bon ministre. Vous savez, avoir été un bon maire, un bon président de région et un bon ministre pour une seule personne, c'est déjà assez satisfaisant. La famille Soisson est installée à Auxerre depuis toujours. Au début du XXe siècle, l'arrière-grand-père tient un grand magasin dans le centre de la ville. Les Auxerrois commencent à aller chez Soisson pour y découvrir le dernier chic parisien. Bien connus de la bourgeoisie auxerroise, les Soissons sont déjà des notables. Mon grand-père a été un des chefs d'entreprise modèle en 1936 sous le Front populaire. Il avait créé un comité d'entreprise. Il s'est occupé du logement de tous ses ouvriers. Et mon père a été président de la Chambre de commerce, a construit l'aérodrome d'Auxerre, a développé le port d'Auxerre, si bien que je suis dans une longue continuité d'Auxerrois au service de tous. Jean-Pierre, lui, naît en 1934 à Auxerre. Bourguignon par son père, les accents du sud de sa mère ne seront pas sans influence. Ma mère était marseillaise. Elle recevait comme personne au monde ne savait recevoir. Je me rappelle les fêtes de Noël à Auxerre et les 13 desserts provençaux qui honoraient toute table marseillaise et que jusqu'à la fin de sa vie, elle a voulu honorer. C'était une femme admirable. Comme pour nombre de fils de bonne famille, la scolarité du jeune homme se poursuit au lycée Jacques Amiot à Auxerre. Il se passionne alors pour une langue morte. J'avais un professeur de latin extraordinaire. Et les cours étaient en latin. On est allé sur les traces de César et de Vercingétorix avec le De Bello Gallico de César en main. Et à 16 ans, je parlais couramment latin. Ces années-là, le jeune homme se prend d'admiration pour une figure de la Troisième République, le bourguignon Paul Bert, père de l'école publique et laïque. Il disait, notre école, c'est notre église à nous. Et dans le village, il y aura la mairie et l'école face à l'église. À cette époque, à Auxerre, une autre figure locale est un religieux, l'abbé Deschamps, qui donnera son nom au stade de football.
L'abbé Deschamps est alors un personnage influent pour les familles catholiques de la ville, et comme beaucoup d'autres, le jeune Soissons porte le maillot de l'équipe de l'Association pour la jeunesse auxerroise. L'abbé Deschamps, il a créé la JA pour tenir la jeunesse d'Auxerre dans le catholicisme. Enfin, la partie qui en était, puisque parallèlement, il y avait 3 clubs laïques. À l'époque, nous nous trouvions en face de l'équipe du Stade auxerrois. Et j'ai le souvenir qu'on tapait plus dans les mollets de l'équipe adverse que dans le ballon. Au milieu des années 50, la France est engagée dans ce qui ne s'appelle pas encore la guerre d'Algérie. Comme beaucoup d'appelés de son âge, le jeune homme doit partir. J'ai choisi de partir en Algérie et j'ai choisi le 3e régiment de chasseurs d'Afrique, commandé par le colonel Argout. C'était un polytechnicien qui avait fait l'Indochine. Et quand je suis arrivé, un dialogue étonnant. De toute façon, vous désapprouvez ce que l'armée fait en Algérie? Oui, mon colonel. Le chef de Harka vient de mourir. Est-ce que vous acceptez de le remplacer? Oui, mon colonel. Le sous-lieutenant Soissons va donc diriger des harkis, algériens enrôlés par l'armée française contre le FLN. Pendant 2 ans, il sera au cœur des opérations. 2 ans de combat, même de corps à corps. Quand le feu s'ouvre, on ne peut pas savoir qui sera courageux et qui ne le sera pas. Ça ne se commande pas, la peur. Il faut petit à petit l'apprivoiser. Je suis parti en Algérie comme officier de cavalerie et je me suis retrouvé là-bas aussi comme bâtisseur, créant une infirmerie, créant une école, des maisons pour loger les familles. Et c'est ce travail de bâtisseur en liaison directe avec la population musulmane qui m'a passionné aussi. À la fin de la guerre, en 1962, de nombreux harkis abandonnés à leur sort par la France seront exécutés par les indépendantistes algériens. Je suis à l'origine d'un certain nombre de lois qui ont amélioré leurs conditions, mais je ressens comme une blessure le fait que la France ait abandonné des hommes qui avaient tout quitté pour la rejoindre, qui s'étaient battus pour elle, et on les a laissés tomber en 62, en les exposant à la torture et à la mort. Je te dis, l'Algérie est une des choses les plus fortes que j'ai vécues, et une blessure secrète. Au moment du putsch en 61, Argout est devenu l'un des chefs de l'OAS. Et il m'a écrit en me demandant de venir le rejoindre comme son directeur de cabinet. J'ai refusé. J'ai porté l'étendard du 3e régiment de chasseurs d'Afrique, et pour moi, le drapeau, c'est le drapeau de la République. Et il n'est pas question que je choisisse d'autres voies. Après ses études à l'ENA, Jean-Pierre Soissons entre à la Cour des comptes. Suite aux accords d'Évian, il doit retourner en Algérie. Il échappe alors miraculeusement à un attentat de l'OAS. Avec mon épouse, on revenait du cinéma et on s'est trouvé pris dans une bombe de l'OAS. La voiture a monté d'1 mètre ou 1,50 m sur le sol, c'est aplati. Et j'aurais connu ainsi en Algérie les balles du FLN et les bombes de l'OAS. Georges Pompidou est Premier ministre. La France est en pleine décolonisation. Le jeune énarque ne pense alors pas encore à la politique, mais une rencontre va s'avérer décisive. Le président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, l'un des dirigeants africains les plus influents, le prend en amitié et lui donne un conseil. Et Senghor m'a dit Jean-Pierre, vous devriez faire une carrière politique à Auxerre, je crois. Et il a appelé Pompidou qui m'a reçu 8 jours après. Je suis sûr en tout cas que l'opinion... Jean-Pierre Soissons est alors classé à droite. À l'aise devant les caméras, il affronte lors d'un débat un jeune socialiste en devenir, Michel Rocard. Monsieur Jean-Pierre Soissons a la parole. Moi, je suis un peu comme Michel Rocard, je n'aime pas le terme de technocrate.
Pour moi, le technocrate, c'est un peu un monsieur qui a envie du pouvoir politique et qui a peur du suffrage universel. Sa première bataille politique, Soissons va la mener dans sa ville. Pompidou, alors Premier ministre, lui demande de croiser le fer aux législatives de 67 contre un socialiste proche de Mitterrand. Il perd. Défaite honorable, mais défaite quand même. Le jeune homme fait alors une nouvelle rencontre marquante. Il se rapproche d'Edgar Faure, son premier maître en politique. Appelé à travailler à ses côtés au ministère de l'Agriculture, Soissons s'engouffre dans le sillage de cet ancien président du Conseil sous la 4e République. Edgar Faure, girouette politique, disent ses ennemis, inventeur du centrisme, rétorquent ses disciples. Habile trait d'union en tout cas entre radicaux et gaullistes. On peut dire qu'Edgar Faure, c'était probablement, au début de la Ve République, la personnalité de droite modérée non gaulliste la plus attractive pour un jeune énarque ambitieux. Il était venu décorer mon père à Poitiers, Edgar Faure, pour la Légion d'honneur. Il était arrivé avec 2 heures de retard. Il avait commencé en disant, par rapport à mon programme, c'est 2 heures en retard, mais par rapport au programme que vous avez étudié avant, c'est 1 heure en avance, ce qui me donne le sentiment d'être à l'heure. Il avait toujours des petites histoires à raconter. C'était la somme d'un esprit et d'une culture. J'admirais en lui la souveraineté de l'intelligence, l'art de rechercher un compromis, un mélange de bonhomie et de grandeur, de fidélité aussi. Car en 68, il est ministre et contre le président de la République, il a soutenu ma candidature. Je lui dois tout. Daniel Cohn-Bendit et 7 autres étudiants de Nanterre comparaissent devant le conseil de discipline à la Sorbonne. La manifestation organisée par l'UNEF s'amplifie. C'est l'affrontement. La manifestation fera 600 blessés. Il y aura 422 arrestations. Lorsqu'éclate la révolte de mai 68, Jean-Pierre Soissons a 33 ans. Il se retrouve au cœur des événements. Pour calmer la rue, De Gaulle et Pompidou nomment en urgence Edgar Faure au ministère de l'Éducation. Soissons le suit. Ils vont alors négocier avec les têtes pensantes du mouvement étudiant une nouvelle loi d'autonomie des universités. Ceux qui jetaient ou qui avaient jeté des pavés dans la rue venaient la nuit, un peu comme des conspirateurs, discuter avec nous les articles de ce qui sera la grande loi de réforme d'Edgar Faure. Je me rappelle, souvenir incroyable, ils entraient par la petite porte, ils allaient dans une salle qui éclairait des bougies, au sandwich et au Beaujolais. On a ainsi établi quelques articles de la loi d'orientation. Mai 68 était plus culturel que politique. C'était une volonté de rompre avec le moralisme ambiant, de mettre fin aussi à la période gaulienne et finalement d'abattre les hiérarchies verticales. Est-ce du flair politique? Est-ce de l'opportunisme? Jean-Pierre Soissons va démontrer par la suite une belle habileté à se ranger du côté des vainqueurs, quel que soit leur camp politique. Ainsi, au début des années 70, après avoir été élu député, Soissons se rapproche d'un homme politique en devenir, Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing aime à rappeler qu'il faut décontracter la vie publique. L'homme politique doit être un homme d'action, un homme naturel, sans artifice, même si cela peut choquer certains. Tous les meetings de Giscard commençaient par le chant du départ que la foule reprenait. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. Soissons, c'est la carte jeune de la campagne présidentielle de Giscard en 1974. Il a 40 ans et il travaille alors avec un futur Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. Être son collaborateur, être proche de lui, c'est à la fois un bonheur parce qu'il y a cette proximité chaleureuse, mais c'est aussi quelque chose de difficile parce qu'il est extraordinairement exigeant et que si vous n'êtes pas au niveau, il le vous dit gentiment, mais vous le comprenez clairement. La victoire de Giscard fut une sorte de marche triomphale au trône.
souvenir merveilleux d'un commencement. Un peu le sentiment que me donne Emmanuel Macron en ce moment, c'est un commencement. Avec un souffle nouveau, avec des équipes nouvelles, avec des députés différents. Giscard a gagné sur la volonté de changement. Et cependant, il n'a gagné que de 425 000 voix. C'était une sorte de changement sans risque, avec ce slogan qui rassemble tout le monde, le changement dans la continuité. Mais il y avait cet appel d'air, ce besoin d'ouvrir les fenêtres de la France. C'est un des plus jeunes candidats que la France ait connu. C'est un homme qui cherche à pacifier la société, à dépasser les clivages. C'est tout de même cela, le Giscard de 1974, qui à certains égards d'ailleurs rappelle le Macron que nous connaissons en 2017. Il y a de très nombreux points communs. Et ça n'est qu'après, à la fin de son septennat, que Giscard va devenir ce leader un peu contraint, un peu traditionnel, un peu aristocratique. Mais le septennat Giscard, c'est un septennat de grands changements, où le monde politique rencontre la société française telle qu'elle a changé après mai 68. Lorsque Jacques Chirac devient Premier ministre, il nomme Jean-Pierre Soisson secrétaire d'État aux universités. La continuité en quelque sorte du travail amorcé aux côtés d'Edgar Faure pendant mai 68. On le voyait heureux, et on était heureux de voir un ministre jeune à la tête de ce qui est le ministère le plus important pour la jeunesse. C'était une période exceptionnelle pour lui parce qu'on voyait qu'il avait le bonheur de l'action qu'il avait tant voulu, pour lequel il avait mis tant d'ambition. Mais l'expérience tourne court. En janvier 1976, il est muté à la formation professionnelle. J'ai voulu aller trop loin, trop fort, trop proche sans doute des grands intellectuels. J'ai été vidé pour une raison factuelle. Je ne m'étais pas opposé à un enseignement de la sexualité à l'université de Paris 13. Maintenant, on enseigne la sexualité presque à l'école maternelle. Mais le faire en 1974 dans une grande université, il n'en était pas question. C'est à partir de ces années-là que s'affirme le profil politique modéré de Jean-Pierre Soisson. L'union des droites vole en éclats. Chirac démissionne de Matignon, gaullistes et giscardiens se déchirent. Jean-Pierre Soisson est l'homme qui monte. Giscard le charge de créer un nouveau parti pour grignoter le territoire des gaullistes du RPR. C'est la naissance du Parti républicain. Cela peut paraître étonnant, mais la puissance du vent ce jeudi a eu des conséquences politiques. Le chapiteau sous lequel devaient se tenir les journées des Républicains indépendants à Fréjus s'est effondré ce matin au moment de sa mise en place, blessant légèrement 7 personnes. Cela a retardé l'ouverture de ce congrès qui accueille 10 000 personnes. Nous avons fondé effectivement à Fréjus un nouveau parti, le Parti républicain. En un seul mouvement sont venues se fondre toutes les familles giscardiennes, comme on dit. Alors notre objectif est simple, il est de rassembler dans la majorité tous ceux qui soutiennent sans équivoque l'action de réforme du président de la République. C'est la naissance politique du centre. Le Parti républicain devient l'une des composantes de l'UDF, la coalition contrôlée par Giscard. Les hommes du centre existent. Le centre a du mal à exister avec les institutions de la Ve République telles qu'elles sont. Parce que globalement, elles sont manichéennes. Parce qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, il y a 2 candidats. Il y a le pour et il y a le contre. Et donc, naturellement, il y a 2 grands blocs. Et la victoire, elle est vers ceux qui, au centre, joueront à l'ouverture. Le centre, c'est plus un rêve qu'une réalité politique. Et il a besoin de s'accrocher à quelque chose, à gauche ou à droite. Je pense que Soisson, comme beaucoup de gens du centre et de droite modérée, était fait pour être macroniste. Et que Macron, même s'il vient d'une gauche modérée, était fait pour travailler avec des centristes. Et donc qu'il y avait là, si j'ose dire, un mariage naturel. Et au fond, Jean-Pierre Soisson était pré-macroniste sans le savoir. Et Macron, je ne dirais pas qu'il était soissonniste en le sachant, mais c'est une fraction de la famille de ceux qui le soutiennent. Le député d'Auxerre apprend à se rendre indispensable.
Pendant la campagne des législatives de 1978, il reçoit le président à Auxerre. Les giscardiens ont alors deux adversaires, la gauche, mais aussi les gaullistes. Les Français attendent. Ils attendent qu'au-delà du déluge des mots et de la confusion des esprits, le président de la République leur montre la voie à suivre. Une attente, mais aussi une certitude. Celle que vous êtes, Monsieur le Président, selon l'expression même du général de Gaulle, l'homme en charge de l'essentiel. L'UDF de Giscard l'emporte de justesse et Soissons est réélu député de l'Yonne. Surfant sur cette victoire, il obtient à 43 ans son premier vrai portefeuille. Raymond Barre, alors Premier ministre, le nomme à la jeunesse et au sport. Toute ma vie, j'ai fait du sport, j'ai fait du ski, j'ai joué au tennis. Et donc tout naturellement, dans les milieux sportifs, je me suis senti chez moi et ils m'ont considéré comme l'un des leurs. J'ai inauguré je ne sais pas combien de piscines, mais je n'ai pas inauguré avec la cravate. J'ai inauguré en plongeant dans la plupart des piscines de France. J'ai fait les grands stades, suivi tous les grands matchs. Oui, c'est un ministère qui m'a passionné. À Auxerre, le sport, c'est le football. Le club de la ville dont il est maire et dans lequel il a joué enfant atteint la finale de la Coupe de France 1979. Le président et son ministre des Sports sont en tribune. La France entière découvre la GIA. On est en deuxième division, on est semi-professionnel, tous les joueurs travaillent. On s'entraîne entre midi et 2h. Contre Nantes, on a fait une partie magnifique. Le regretté capitaine Serge Messonès avait marqué de la tête. On était un partout à la fin du temps réglementaire. La prolongation a commencé par une erreur arbitrale manifeste. On a pris un but, puis après on s'est écroulé, on a pris 4-1. Mais enfin, ça a été vraiment le début de la popularité de la GIA. Pendant le match, je m'anime. Giscard me dit, mais vous êtes ici le ministre des Sports. Vous n'êtes pas le maire d'Auxerre. Je lui ai répondu, Monsieur le Président, si sur le terrain, c'était votre équipe de Chamalières qui jouait, eh bien vous auriez dans les tribunes la même attitude que moi. Et il n'a rien dit. Ces années-là, la crise économique et le chômage s'installent. Figure marquante du septennat Giscard, Raymond Barre ne vient pas du sérail politique. Celui que le président surnomme le meilleur économiste de France séduit par son sérieux le centriste Soissons qui se verrait bien là encore s'engouffrer dans son sillage. Raymond Barre a été un fantastique Premier ministre, avec un programme qui est exactement celui aujourd'hui du gouvernement Macron. La réduction de la dépense publique, donner plus de liberté aux chefs d'entreprise pour embaucher. La recherche d'un équilibre des échanges extérieurs. Et il a tenu ce programme contre tous. Raymond Barre n'est pas à l'aise à l'Assemblée nationale. Raymond Barre ne va pas aller sur les marchés serrer des mains. Il n'aime pas ça. Et s'il le fait, c'est malgré lui. Et à ce moment-là, il le fait mal. Il aurait été, je crois, un très grand président de la République. Il n'était pas un bon candidat. 1980, le pape Jean-Paul II vient pour la première fois en France. La République laïque lui déroule le tapis rouge. Et pour Jean-Pierre Soissons, c'est un grand souvenir de sa vie de chrétien. Et là, j'ai eu la chance, pour un chrétien comme moi, de recevoir la communion des mains du pape. Le lendemain, réception à l'Élysée. Et sous la pluie, je faisais la queue avec Georges Marchais pour gagner l'entrée de l'Élysée. Georges Marchais me demande comment dois-je l'appeler. Et je lui ai répondu « Saint-Père » ou « Très Saint-Père ». Il me dit « Je ne peux pas dire ça ». Mais je lui dis « Mais pourquoi vous êtes là ?» Parce que la Pologne est un pays communiste. Voici Georges Marchais qui échange quelques mots avec le pape. On ne sait pas bien sûr ce qu'ils se sont dit, car il n'y avait pas de micro ce matin dans les salons de l'Élysée. J'ai eu la chance, la deuxième chance de la visite du pape, d'avoir une conversation dans une embrasure de fenêtre avec lui, avec Jean-Paul II.
Il me regarde dans les yeux et il me dit « Vous êtes ministre de la Jeunesse. Il faut fournir un emploi aux jeunes. Donnez-leur des pelles et des pioches pour construire des autoroutes. » J'ai compris ce jour-là que la Pologne était vraiment un pays communiste. La victoire de la gauche en 1981 précipite la droite vers l'abîme. La carrière politique de Jean-Pierre Soisson va prendre une nouvelle tournure. Mais 81, c'est avec 1968, un des deux grands chocs dans l'histoire de la Ve République, avant le troisième qui sera Macron. Ça fait quand même 23 ans que la gauche est dans l'opposition. Donc c'est un choc incroyable. Et pour les gens comme Jean-Pierre Soisson, c'est aussi un gros choc parce qu'ils peuvent se demander s'ils ont choisi le bon camp, pour combien de temps la gauche s'installe au pouvoir, et ils se retrouvent dans l'opposition. Il a soutenu Giscard, c'est Mitterrand qui a gagné, les lendemains de défaite sont cruels. Jean-Pierre Soisson mise sur un nouveau cheval, Raymond Barre, l'ancien Premier ministre de Giscard. Je suis allé en rendre compte à Giscard lui-même, où j'ai été reçu par son principal collaborateur, Jean Cerizet, qui m'a tenu le propos suivant. « Jean-Pierre, si tu veux retourner à Auxerre, être maire d'Auxerre, libre à toi. Si tu veux continuer à jouer un rôle national, rappelle-toi, tu appartiens à Giscard, tu appartiens à la maison du roi. » Soisson rejoint l'équipe barriste. Ce choix va s'avérer décisif. Après la victoire de la droite aux législatives de 1986, lorsque le président Mitterrand affrontera pendant la cohabitation une situation difficile en Nouvelle-Calédonie, il cherchera des soutiens dans son opposition modérée. Jean-Pierre Soisson sera ce passeur. Raymond Barre partage l'avis de François Mitterrand dans sa volonté de recherche d'une paix entre les deux communautés. Ce n'est pas du tout la politique de Bernard Pons. Et c'est les contacts au sujet de la Calédonie avec le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Louis Bianco, qui m'ont progressivement rapproché de l'équipe de l'Élysée. À l'approche de la présidentielle de 1988, François Mitterrand cherche de nouveaux alliés au centre. L'ouverture, c'est le nom que prend sa nouvelle stratégie. Cela implique de débaucher des centristes qui étaient traditionnellement dans le camp de la droite. Il fait alors des propositions précises à Jean-Pierre Soisson, ici, dans son bureau de la mairie d'Auxerre. Et il m'explique, j'espère conduire, réélu, une politique qui réunira à Auxerre ceux qui votent pour vous et ceux qui votent pour moi. Je comprends qu'il sera candidat, qu'il recherchera l'ouverture et que d'une certaine façon, il me proposera d'entrer au gouvernement. Jean-Pierre Soisson, c'est un bourguignon. Il a l'habitude des compromis. C'est un réaliste et c'est ce que j'appelle un frontalier. C'est-à-dire que c'est un homme qui aime le vin, la politique, mais qui est capable de passer d'un vignoble à un autre. Je dirais que Jean-Pierre Soisson, à cette époque-là, est fait pour être séduit par François Mitterrand, et que François Mitterrand, qui en plus adore la Bourgogne, et qui repère vite, parce qu'il a du flair politique, ceux qui sont susceptibles de devenir des interlocuteurs, fait ce qu'il peut pour séduire Jean-Pierre Soisson, avec finalement une certaine efficacité. Mais le premier Conseil des ministres... Le 8 mai 1988, Mitterrand est réélu. Jean-Pierre Soisson symbolise cette stratégie d'ouverture qui a permis la victoire du président socialiste. Il est en position d'obtenir un poste clé dans le nouveau gouvernement Rocard. Et donc, centriste, je deviens ministre du Travail dans un gouvernement à majorité socialiste. Choix difficile, parce que tu es rejeté par ce que tu quittes et tu n'es guère accepté par ce que tu rejoins. Raymond Barre avait été élu, il aurait fait l'ouverture. Il y aurait eu des ministres socialistes dans le gouvernement. Monsieur François Mitterrand a été élu,
il fait l'ouverture et il est normal que des ministres centristes apparaissent dans ce gouvernement. Il va là où il a toujours été, c'est-à-dire au centre de la vie politique française avec ses propres convictions. C'est la politique qui s'est déplacée. C'est pas tellement Jean-Pierre Soisson. Je me souviens de l'avoir appelé pour lui dire que je considérais ça comme la suite logique de son parcours. J'ai fait le choix de l'ouverture avec l'idée qui a été constamment la mienne de faire travailler ensemble des hommes et des femmes venus d'horizons politiques différents. Et je dois reconnaître à Michel Rocard la liberté qu'il m'a laissée dans l'élaboration des deux principales lois sur le licenciement économique et contre l'exclusion. Ma deuxième loi sur l'exclusion a été votée par l'Assemblée nationale unanime, à l'exception des députés communistes. Jean-Pierre Soisson, en tant que ministre du Travail, ça a été un très bon ministre du Travail parce qu'il avait une capacité à écouter les acteurs syndicaux et à faire un pas vers eux, à les convaincre. C'est un homme de droite, mais qui ensuite a su transgresser les frontières. Le second septennat Mitterrand s'avère mouvementé. Parmi les premiers ministres qui se succèdent à Matignon, Pierre Bérégovoy confie en avril 92 le ministère de l'Agriculture à Jean-Pierre Soisson. Bérégovoy, maire de Nevers, et bourguignon lui aussi, il montre de la sympathie pour le maire d'Auxerre. Souvent, il m'appelait le matin de très bonne heure. Et je me rappelle ma femme qui disait quand le téléphone sonnait, « Tiens, c'est le Premier ministre, c'est au réveil matin. » Pour l'instant, ce dont nous avons besoin, c'est du soutien du pays et de la représentation nationale. En 1993, les socialistes perdent la majorité à l'Assemblée. C'est le début de la seconde cohabitation. Au soir de cette lourde défaite, Pierre Bérégovoy et Jean-Pierre Soisson se retrouvent dans cette brasserie proche du Palais Bourbon. Les dirigeants socialistes revenaient de la rue de Solferino, où se trouvait le siège du Parti socialiste. Ils sont passés à 2 mètres, à côté de Pierre Bérégovoy, à 2 mètres. Aucun ne l'a salué. Quelques mois plus tard, un coup de tonnerre bouleverse le monde politique. Pierre Bérégovoy était tellement usé, fatigué, accablé, qu'il s'est donné la mort un samedi en fin d'après-midi à Nevers, sur les bords du canal. Je me rappelle les obsèques à Nevers et le discours du président de la République. Ils ont jeté son cadavre au chien. À Auxerre, une joie nouvelle emporte bientôt toute la ville. L'AGIA gagne enfin la Coupe de France. Sous la houlette de son entraîneur fétiche, le club est devenu en quelques années l'une des meilleures équipes de l'Hexagone. 15 ans après sa première finale, l'inamovible Giroud tient enfin une parole donnée à François Mitterrand. Je lui ai dit, j'ai failli vous manquer, puisque le 20 avril 81, nous étions à l'entraînement à Château-Chinon, nous l'avions rencontré, et je lui avais dit, écoutez, je vous rendrai visite au Parc des Princes. 7 ans ont passé, il m'a rendu service, il s'est présenté une deuxième fois. Et nous sommes là, donc c'est miraculeux, mais c'était une des choses qui faisait que toute l'année, j'ai cru qu'on irait en finale, et toute l'année, j'ai dit à mes joueurs, faut qu'on aille en finale, faut qu'on aille en finale, ou autrement, je suis un moins que rien. Et on a en fait 5 occasions, on met 3 buts, c'est une bonne moyenne, et ça rend la victoire assez logique, mais très cruelle pour notre adversaire. J'étais ministre des Sports pour la première finale. Et puis on ne l'a pas eu, mais là, c'est 15 ans de travail, et 15 ans de travail à partir du centre de formation. L'AGIA, c'est d'abord un centre de formation. En tout, je crois que nous avons formé, alors je ne compte pas par exemple Laurent Blanc ou Sylvestre, je parle de ceux que nous avons formés. Nous avons formé 17 joueurs de l'équipe de France A, et en tout, avec les pièces rapportées, il y en a eu plus de 25. Tout au long de son second mandat, le président Mitterrand vient régulièrement en Bourgogne partager avec Jean-Pierre Soisson les plaisirs d'une bonne table. Ils reçoivent ensemble
le chancelier Helmut Kohl à Saint-Père-sous-Vézelay. Quand il y a eu la grande visite de Helmut Kohl à Vézelay avec François Mitterrand, Jean-Pierre était là, présent, et avait fait tous les préparatifs avant pour recevoir les deux présidents. C'est un homme qui est proche des cuisiniers et qui a un goût, je dirais, presque exacerbé pour les plats rustiques. Et en cela, il se rapprochait assez du goût de Mitterrand, d'ailleurs. François Mitterrand est un homme de la terre. Il mange comme un paysan, très lentement. Il aimait les champignons, il aimait les truffes. Mais avec François Mitterrand, je parlais peu politique. Il me parlait littérature. Et sa culture était immense. Mais c'était au fond celle d'un jeune bourgeois de province, catholique comme je l'étais. Et donc ses références étaient Mauriac, Bernanos. Mais nous avions une différence. Il avait une passion pour sa jeune Perse, alors que je préférais René Char. Et j'ai toujours pensé que ses discours s'inspiraient de la scansion des vers de sa jeune Perse. Fin 1995, François Mitterrand, qui vient de quitter l'Élysée, est de plus en plus malade. Les deux hommes ne se reverront plus. Pour les fêtes de Noël, je me rendais à Luxor. Et le président devait se rendre à Assouan, et je devais le retrouver pour le 1er janvier. Puis Jean Glavany m'a appelé, nous rentrons, le président ne va pas bien. Je suis rentré, moi aussi, j'ai appris sa mort dans l'avion qui m'a amené à Paris. Je suis allé saluer dès le lendemain sa dépouille dans l'appartement de l'avenue Frédéric Leplay, où il résidait. Une chambre toute simple, sans ouverture, sans fenêtre. Et je me rappelle que Daniel Mitterrand avait dit à l'époque, « François, c'est maintenant ce qu'il y a derrière le miroir. » Bonjour. Faire escale à Auxerre, chez Jean-Pierre Soisson, notable incontournable, est devenu au fil des ans un passage obligatoire pour tous les politiques en campagne. Dans la course à la présidentielle de 1995, la droite est encore une fois désunie. Les deux candidats gaullistes viennent frapper chacun à la porte du maire d'Auxerre. Jacques Chirac, l'adversaire d'hier, est devenu le nouvel ami politique de Jean-Pierre Soisson. Son cheval de bataille, c'était à l'époque la fracture sociale. En campagne, il écoute, il ne tient pas de longs discours, il boit du coulange, il boit 2-3 Corona. La conception de l'Europe n'est pas tout à fait celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est une force de la nature, c'est un entraîneur. Naturellement, contre Balladur, j'allais voter Chirac. L'autre arrive là, c'est le mois suivant, Balladur à Auxerre. Balladur arrive, sérieux, glacial. Tous les élus de Lyon encravatés, derrière des tables, qui sont là pour l'écouter. Le préfet est en uniforme. Alors on me met à sa droite. Silence. Je dis, Monsieur le Premier ministre, voulez-vous un peu de Chablis? Non, je ne bois pas de vin blanc. Est-ce que je puisse vous proposer un Verdi Rancy, qui est le meilleur rouge de la région? Non, je ne bois que du Bordeaux. Il est en campagne électorale en Bourgogne et à Auxerre. Attendez, le jeu est plié. Hein, je suis monté à la tribune et j'ai dit ceci. Monsieur le Premier ministre, il vous appartient de lever la malédiction de la Ve République. Un chef de gouvernement en exercice n'a jamais pu gagner une élection présidentielle. Puis je me suis rassis. Ça n'a pas amélioré le climat. Jacques Chirac est élu. Au passage, Jean-Pierre Soisson va vivre une grande émotion avec le club de football de son cœur. À Auxerre, il y a 40 000 habitants, mais il y a surtout 25 000 supporters. Et hier soir, c'est toute la ville, grimée en bleu et blanc, qui s'était donné rendez-vous pour fêter joyeusement le doublé de son club. 1996,
C'est le triomphe de l'association pour la jeunesse auxerroise. Le petit club entraîné par Giroud est devenu grand. Doublé coupe championnat. Historique. Et c'est vrai que le stade de la Baie des Champs a presque été touché par la grâce. À la dernière minute du match, Corentin Martins a inscrit le dernier but du championnat. Le but de la victoire pour les nouveaux champions auxerrois. Les Auxerrois s'étaient habitués à la gloire d'Auxerre. Sur le plan politique, ils trouvaient normal que les ministres des Affaires sociales de toute l'Europe débarquent dans la ville. Et sur le plan sportif, ils trouvaient normal que Auxerre joue contre Arsenal, Dortmund, l'Ajax d'Amsterdam. Ils disaient, tiens, on reçoit l'Ajax la semaine prochaine, comme j'irais prendre un café chez le bistrot du coin. Et maintenant que l'épopée, d'une certaine manière, est terminée, eh bien, ils s'aperçoivent du chemin qui avait été celui de Giroud et des sommets auxquels il avait entraîné la GIA. C'est l'heure de gloire d'Auxerre et c'est tout un symbole, celui d'une période auxerroise où football et politique étaient au sommet. Giroud, c'est un personnage étonnant. Il a lu les mythologies africaines. Et il a vis-à-vis de l'équipe une attitude très particulière. Il ne veut pas être aimé. Au contraire, il veut que lorsque ses joueurs entrent sur le terrain, il le détestent. Et donc il les amène à un état de tension qui les conduit à produire le meilleur d'eux-mêmes. C'est tout à fait étonnant. J'étais un aiguillon pour lui. J'ai dû beaucoup le gêner, mais à 6 mois de l'élection, c'était terminé. C'était neutralité totale en façade et soutien personnel par derrière. Je peux quand même vous avouer que dans la première campagne électorale en 67, eh bien, j'ai passé quelques nuits à coller des affiches dans la Puisaye. Et en 68, qui a été la deuxième phase, la vague bleue où il a gagné. La montée du Front National n'épargne pas la Bourgogne. En 1992, Jean-Pierre Soisson est devenu président de la région avec l'appui des voix du parti de Jean-Marie Le Pen. Une première dans l'Hexagone, l'affaire crée une controverse nationale. J'ai été 2 fois élu président du Conseil régional de Bourgogne. Une fois avec une majorité de gauche, en 92, et une fois avec une majorité de droite, en 98, et poursuivre la même politique, la mienne. En 92, j'ai profité d'une mésentente dans l'opposition, sans doute élue avec des voix du Front National, en dehors des voix socialistes et des voix centristes. Avant d'accepter, j'ai téléphoné à François Mitterrand pour lui demander conseil, que dois-je faire? Et il déjeunait avec Pierre Berger dans un bistrot des Halles. Il a pris le téléphone, il m'a demandé quelle était la situation, si j'avais obtenu des voix du Front National. Oui, nous avons obtenu des voix du Front National, je ne sais pas dans quelle mesure. Et il avait eu ce mot qui décrit la politique qu'il conduisait, qui n'était pas une vision morale du Front National, mais une vision politique. Et il m'a dit, utilisez-les, mais ne dépendez jamais d'eux. Puis il reprend, quand on a la Bourgogne, on la garde. Pour les régionales de 1998, Soisson, qui est choisi comme candidat par la droite, démissionne de la mairie d'Auxerre. Il est de nouveau élu à la région grâce aux voix du Front National. On laisse faire le temps, comme disait François Mitterrand. Je regrette encore les conditions dans lesquelles j'ai été élu. Je porte la croix de ceux qui disent Soisson a été élu avec les voix du Front National. Mais je n'ai jamais passé le moindre accord avec eux. J'en avais pas besoin. La double controverse au sujet du Front National poursuivra encore longtemps l'enfant de Paul Bert et de l'abbé Deschamps.
comme ici, lors d'une séance de dédicace de l'un de ses ouvrages. Jean-Pierre Soisson est probablement l'un des hommes politiques ayant le plus exercé de mandats à une époque où l'on ne se posait pas la question de leur cumul. À Paris, il a connu 50 ans de vie parlementaire, parfois agitée. L'Assemblée, c'est au fond pour moi 3 endroits. D'abord l'hémicycle, le lieu où l'on vote la loi, où l'on s'invective. Parfois il y a les longs moments de silence. L'Assemblée s'endort, puis une phrase la réveille et tout soudain repart. C'est l'hémicycle. Et puis il y a, quand on quitte l'hémicycle, les couloirs tout autour. Les députés deviennent des camarades, ils se serrent la main, ils se tutoient. Et puis il y a le lieu où on peut travailler seul, avec soi-même, c'est la bibliothèque. Je suis rentré dans cette bibliothèque, oui, j'avais à peine 30 ans. J'étais souvent assis en face d'Aimé Césaire et j'étais devenu un peu son secrétaire, celui qui lui portait les livres, qui avait aussi le bonheur d'échanger quelques propos avec lui. Beaucoup de la mémoire politique du pays se trouve dans ce lieu. En 2012, à l'âge de 78 ans, le vieux lion d'Auxerre tire sa révérence. Il ne se représente pas, mais il veille à adouber un successeur. Quand on poursuit une carrière politique, l'important c'est de savoir sortir et de réussir sa sortie. En 2012, je choisis mon successeur, qui a été mon suppléant, Guillaume Larrivé, garçon brillant, membre du Conseil d'État, l'un des futurs grands de cette maison. Lui, c'est lui, moi, c'est moi, bien sûr. Nous sommes différents, mais c'est une chance formidable que de pouvoir aujourd'hui lui parler, échanger. Il a toujours un regard extrêmement affûté sur la France d'aujourd'hui. On parle beaucoup, par exemple, ensemble d'Emmanuel Macron ces temps-ci, pour comprendre ce qui se passe, ce qui se joue. Un député est l'assistante sociale de sa circonscription. Chacun est venu me voir pour me confier, semaine après semaine, ses secrets, ses difficultés. Et ça, quand je suis parti, j'ai tout détruit, tous les documents qui m'avaient été remis par les uns et les autres en 50 ans de mandat politique. Ça les regardait, ça me regardait, ça ne regardait personne d'autre. Je pense que Jean-Pierre Soisson est le dernier duc de Bourgogne. Il est la dernière personnalité à avoir à ce point incarné dans sa chair, dans son cœur, dans sa vie, notre région de Bourgogne. Quand il nous fréquentait, on avait la conviction qu'il nous ressemblait. Il était un bourguignon de souche qui aimait se lever pour aller travailler, mais qui aimait l'agape, qui aimait la convivialité des gens, ce qui lui permettait d'avoir des échanges d'idées. Et puis, l'ivresse des mots est aussi importante que l'ivresse des sens. Et je trouve que ça, c'est bien notre tempérament de bourguignon, un petit peu frondeur de temps en temps, pour pas dire beaucoup, mais c'est notre caractère, c'est ce qui nous donne un sentiment de liberté. La Bourgogne, les villages bourguignons, les villages du vignoble, pour moi, c'est un peu le contraire de Paris, de l'embrouillamini politique parisien. Ce sont des lieux de ressourcement, où l'on respire mieux, et d'une certaine façon, on peut approcher Dieu. Les services rendus, les liens politiques et les amitiés sincères. Quand un homme politique bourguignon tire sa révérence, la plus belle des récompenses est peut-être celle offerte à Jean-Pierre Soisson par son ami Alain Geoffroy, vigneron. Alors j'ai toujours peur du cadeau que tu peux recevoir. Il ne va pas m'offrir un vase de Soisson. Et il m'a offert, en réalité, une vigne. Un art de vigne. J'ai pleuré. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Et ma petite vigne se trouve pas très loin d'un rendez-vous de chasse où mon grand-père
avait l'habitude de se rendre pour casser la croûte à midi. C'est la cabane à Soissons dans la région. Et je me suis dit, on va appeler ma vigne la cabane à Soissons. Alain Geoffroy, à la fin de l'année, m'apporte 60 bouteilles qui sont vendues comme propriétaire de la cabane à Soissons. Jean-Pierre Soissons, c'est à la fois Auxerre, la Puisée, le département de l'Yonne, c'est à la fois la Bourgogne. Je me suis souvent promené à ses côtés, j'ai parcouru tous ces territoires se retrouvent en lui. Pour cette figure de la politique nationale, le mandat qui symbolise plus que tous les autres son attachement à sa terre natale, c'est celui de maire. Pendant 27 ans, Jean-Pierre Soissons a incarné sa ville. Un engagement à l'ancienne, comme il n'en existera peut-être plus jamais. La plus belle fonction d'un homme politique, ce n'est pas d'être député, ce n'est pas d'être un ministre, sauf dans des ministères exceptionnels. La plus belle fonction politique en France, c'est d'être maire. Oui, sont unis par le mariage. Il n'y a pas de mystère dans tout ça. Il y a du travail, puis il y a l'amour des gens. L'amour des gens, il faut aimer les gens pour faire de la politique, il faut aimer les toucher, les caresser, les embrasser. Et puis l'amour du pays dont tu es originaire. Donc le travail, l'amour du pays et l'amour des gens. C'est ça la recette, il n'y en a pas d'autre.